Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre magazine de décryptage d'informations politiques à four d'analyse. Dans son énième numéro, aujourd'hui, nous allons parler politique. Politique, c'est évidemment avec des questions d'actualité que nous allons passer au peigne fin. La première question, c'est cette question qui concerne la loi des programmations des nouvelles provinces à RDC. Une question qui continue, toujours à défrayer la chronique. On va revenir évidemment sur des analyses concernant l'applicabilité, mieux les modes qui devront être appliqués pour permettre à ce que le découpage puisse être une réussite. Évidemment, il y a toujours des acteurs qui s'y opposent. Nous allons le découvrir dans ce magazine. Nous reviendrons également sur la question qui concerne l'organisation des prochaines élections RDC. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, est-elle à même d'organiser des élections dans le délai constitutionnel? Voilà le gros de votre magazine que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Avec nous sur ce plateau, deux invités. Le premier, c'est M. Augustin Abel Amundala. M. Abel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. José, c'est vraiment un plaisir. C'est ma première fois de me retrouver dans ces magazines. C'est pour moi un plaisir de partager l'actualité de notre pays avec ceux-là qui nous suivent et avec mon co-débatteur en face. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent. Merci. Bien, merci M. Abel. La majorité présidentielle est donc présente avec le Congrès national congolais des Pius Mwabilou. Alors, c'est un parti politique de la majorité représenté ce soir par M. Dominique. M. Dominique, bienvenue. Merci. Et je dis aussi bonsoir aux téléspectateurs qui suivent à ce moment. Nous sommes là pour débattre le problème de la question de l'heure. Bien, M. Dominique, c'est avec vous que l'on va tout de suite débuter ce magazine. La première question, c'est cette question du découpage. Au jour d'aujourd'hui, que peut-on retenir de la position de votre parti politique par rapport à cette loi de programmation de nouvelles provinces à RDC? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Vous m'avez posé la question de savoir quelle est la position de mon parti politique, CNC, le Congrès national congolais en sigle. Ici, je suis en train de vous dire que notre position, comme étant parti politique, nous soutenons alors le découpage, parce que nous savons que le découpage, c'est un mode de gestion. Ça fait rapprocher l'administré vers le gouvernement et le gouvernant. Donc là, nous sommes tout à fait d'accord avec ce découpage et nous sommes en train de sensibiliser aussi les gens par rapport au découpage. Donc, que les gens puissent être tellement à l'aise, c'est une façon de gérer. C'est une façon de gérer le pays. Donc, nous ne pouvons que dire que nous sommes d'accord et nous soutenons le découpage. C'est ça un peu notre point de vue, nous, CNC. Bien, on va revenir à vous pour entrer en profondeur, M. Abel Amundala. Votre point de vue par rapport à cette loi des programmations de nouvelles provinces en RDC? Oui, c'est la loi, nul ne peut l'ignorer. Nous avons tous suivi la promulgation par le chef de l'État du feuille de route en mettant en place les nouvelles provinces. Je signale ici que je suis président de l'ONG Vision Nationale et donc de la société civile. Je ne suis pas du pouvoir. Vous êtes de la société civile, effectivement. Voilà. C'est-à-dire, je donne la position du peuple. Moi, je me retrouve dans le peuple. Je partage les avis du peuple. C'est-à-dire, nous avons suivi la promulgation de cette loi. C'est la loi, elle est là. Dire que nous sommes contre, ça sera nous opposer à la loi, c'est une infraction naturellement. Mais déjà, la population se pose des questions. Si le découpage était bon, pourquoi le régime en place a-t-il attendu pendant tout ce temps pour le mettre en pratique? Si le découpage est dans le sens, comme l'a dit mon co-débatteur, de rapprocher les dirigeants des dirigés, pourquoi depuis 2006, évidemment, si je ne me trompe pas, la promulgation de la Constitution, on ne l'a pas mise en place? Et il fallait attendre la fin. La mise en place devait intervenir 3 ans plus tard. 36 mois. 36 mois, c'était 36 mois, c'était après la promulgation du référendum. Mais on a attendu combien de mois? Aujourd'hui, c'est pratiquement 9 ans après. Si c'était dans les soucis de rapprocher les dirigeants des dirigés, ça devait être fait depuis longtemps. Et même dans les systèmes actuels, il y a toujours des dirigeants. Dans les districts qui seront appelés à devenir des nouvelles provinces, il y a des dirigeants, il y a des administrateurs des territoires, il y a des chefs de district, c'est-à-dire il y a quand même des dirigeants sur place. Peut-être avec ceux-là qui viendront comme étant des gouvernants, ils auront beaucoup plus de pouvoir que les autres.
Mais déjà d'entrée déjà c'est la loi, on va tous souhaiter son application, et surtout que nous voulons que ça se passe dans les calmes. Et vous ne voyez pas des inconvénients avec cette nouvelle loi? Des inconvénients, justement, il ne faut pas concevoir la face, il y a des inconvénients. Nous avons tous suivi déjà des réactions au lendemain de la promulgation de cette loi. Il y a ceux-là qui sont pour, il y a ceux-là qui sont contre. Et là que ça fait un peu mal, c'est qu'on interroge l'histoire de notre pays. Nous avons tous suivi que ce n'est pas la première fois que ça a été déjà fait. Et on est revenu encore dans la configuration actuelle. On veut encore démembrer. Les inconvénients, c'est quoi? C'est peut-être cette fragilité qui revient dans les soucis qui a animé les pouvoirs en place de réunir les Congolais pour une cohésion nationale. On a organisé des concertations, c'était dans le but de renforcer la cohésion nationale. Maintenant qu'il y a cette question qui divise pratiquement les opinions. Et là, vous estimez que la cohésion risque de disparaître? Effectivement. Déjà, on connaît la position des uns et des autres. Les uns disent que juste après les élections de 2016, on va revenir encore à la position actuelle. Les autres disent que nous devons continuer. 2016, on va encore revenir à 11 provinces, c'est ça? Effectivement, nous avons, ce n'est pas un secret, le président de l'Assemblée provinciale l'a dit qu'après les élections de 2016, on va revenir encore au système actuel, à la nomenclature actuelle. Déjà, il y a ceux-là qui soutiennent les découpages, ceux-là qui sont contre. C'est-à-dire, les soucis ici, c'est que même s'il y a divergence, au moins que la paix règne, au moins que la cohésion nationale soit sauvée. C'est ça les soucis de nous. On va revenir à M. Abel. M. Dominique, vous avez suivi. Une certaine opinion estime que cette loi de programmation de nouvelles provinces pourrait en quelque sorte faire disparaître cette cohésion que le pouvoir en place est en train de rechercher depuis belle lurette. Merci beaucoup. Je rejette ça en bloc parce que je vous ai dit là au début que le découpage c'est un mode de gestion seulement. Ça ne peut pas bafouer la cohésion nationale comme mon co-débatteur de la société civile qui est en train de le dire. Là où j'ai aimé, c'est quand il a dit qu'il est pour les découpages. Mais quand il dit que le découpage va nous amener, ça va déranger la cohésion nationale, mais moi je ne suis pas pour. Vous savez d'abord que le découpage c'est constitutionnel. Si vous lisez la Constitution article 2, le découpage, c'était prévu depuis 2006 dans la Constitution. Mais de dire que pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi le gouvernement il vient de lancer le découpage maintenant là? Pourquoi? Et certaines personnes disent que pourquoi cette précipitation? Non, on ne précipite pas. Ça n'a pas été appliqué. La Constitution ne dit pas qu'il faut tel moment ou tel moment pour lancer le découpage. Nous gérons, nous sommes au pouvoir, je suis de la majorité, nous gérons, nous savons quand est-ce que nous pouvons lancer tel acte. Par rapport à vos intérêts, évidemment. Non par rapport à vos intérêts, mais par rapport au budget que nous avons, par rapport aux priorités. Mais maintenant, nous trouvons que lancer le découpage, c'est une priorité. Donc, je pense sur ce point-là, nous sommes dans le délai, nous savons ce que nous sommes en train de faire par rapport à l'enjeu politique du pays, par rapport aussi à ce qu'on ne sait pas aussi mentir la population, parce que nous avons dit à la population que nous allons passer au découpage comme la population l'avait souhaité au référendum en 2006. Donc nous en tant que majorité, nous en tant que pouvoir, nous avons le droit de faire respecter la Constitution. Donc ici, nous sommes en train seulement d'appliquer. Et vous ne voyez pas les inconvénients dans ce découpage, dans ce mode de gestion de découpage? M. Abel l'a démontré tout à l'heure. Je vous donne un exemple pour répondre à la question. Vous voyez, s'il faut arranger un pont à Kongolo, il faut que le gouverneur ou le ministre de l'infrastructure puisse quitter le Lubumbashi vers Kongolo. Vous savez, ça prend combien de temps? Mais si on arrivait à mettre un gouvernorat près là, vous ne voyez pas que ça va faciliter les choses, que nos entités peuvent se développer. C'est vrai que ça va rapprocher plus vite les gouvernants et les gouvernés, voilà. Mais une certaine opinion estime que cela va aussi diviser les Congolais en quelque sorte. Moi je ne pense pas. Je vous donne l'exemple de Kindu
Kindu, Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu. Aujourd'hui, allez visiter Kindu. Allez seulement visiter Kindu. Et si vous posez la question à ces gens-là de la province là, de Maniema, s'ils peuvent encore accepter qu'ils puissent être toujours dans une même province, je ne pense pas que ils peuvent accepter. D'accord. On va revenir à M. Dominique. M. Abel, votre réaction par rapport à l'intervention de votre collègue? Oui, d'abord, j'ai suivi, il a dit que j'ai dit que je suis pour les découpages. Non, je n'ai pas dit ça. Vous faites des analyses. Je suis pour l'application de la loi. Et quand vous êtes pour l'application de la loi, la loi c'est-à-dire que je peux être contre. Mais comme c'est la loi, elle s'impose à tous. Elle s'impose à tous, c'est ça. Je peux être contre, je peux être pour. Mais ici, je regarde ce que dit la loi par rapport à cette question. La loi dit qu'il faut aller au découpage. Tant mieux, parce que c'est la loi, on va y aller. Alors, pour revenir à ce qu'il a dit, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui examinons l'opportunité, nous sommes dans l'état et même par rapport à nos budgets. Ça, c'est faux. Il doit s'informer. Moi, je vais dire plutôt que les découpages tels qu'on veut l'appliquer ici donnent l'impression de positionner les gens politiquement et de mettre les autres en mal de positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais dire, s'il était question de dire c'est par rapport au budget, nous avons tous suivi l'exercice ou la promulgation de l'exercice budgétaire 2014-2015. Nulle part on a fait mention au découpage. Et surtout que ce découpage va nous donner 26 gouverneurs de province. Avec 26 assemblées provinciales. 26 vice-gouverneurs de province. 26 assemblées provinciales, dont les bureaux et leurs membres de cabinet. Ça veut dire qu'on aura plus ou moins 260 ministres provinciaux. On aura des cours d'appel. Tout ça demande les moyens. Ça demande des moyens. Certains analystes l'ont évalué à plus de 3 milliards. Nous savons que la RDC a des moyens. Mais déjà qu'on nous dit chaque jour qu'il n'y a pas de moyens. Bon. Alors dans la logique de dire qu'il n'y a pas de moyens, parce que c'est ce qu'on nous dit. Même pour les élections, il faut mobiliser les partenaires, il faut mobiliser l'Occident, il faut mobiliser les textes pour qu'on arrive à organiser les élections. C'est ce qu'on nous dit. Alors, si nous allons dans cette logique, nous comprenons que nous n'avons pas assez de moyens d'abord pour organiser les élections. À cela, on ajoute les découpages qui demandent un budget aussi consistant. On a aussi ajouté récemment le problème d'identification et recensement de la population. Mais tout ça, c'est là que ça donne la crainte. Pourquoi on a attendu seulement 2015 pour identifier les gens? Vous parliez tout à l'heure de positionnement. On veut repositionner certains au détriment des autres. Parce que c'est cela même l'objet du découpage. Cela ne peut pas être mis dans le sac des intérêts, plutôt des inconvénients qui peuvent surgir dans l'applicabilité de cette loi. Effectivement, puisque une certaine opinion semble penser que si on prenons, puisque nous sommes au Katanga, c'est comme ça que nous parlons du Katanga, sinon les découpages c'est sur toute la somme du pays. Puisque nous sommes au Katanga, il y a ceux-là qui estiment que si on parvient à découper, effectivement, les leaders qui s'identifient dans cette province du Katanga, peut-être auront une influence de moins en moins sur l'échiquier national. Ça, ce n'est pas un secret. On dit, bon, lorsqu'on parle du Katanga, il y a des notables... Analyse en quelque sorte. Effectivement, il y a des notables katangais qui s'identifient par rapport à cette identité et par rapport à cette province. Et dès lors que cette province va cesser d'exister, c'est-à-dire que ces leaders et ces notables qui s'identifient auront moins d'influence qu'avant. C'est ce que je voulais dire. Peut-être on a analysé dans ce sens-là, on a voulu bien positionner et les autres mettre en main ou en difficulté. Alors, M. Dominique, vous avez évidemment une réaction, mais je voudrais que... Je voulais un peu réagir vite à ce qu'il a dit là. Il a dit, vous savez, quand on découpe, quand il y a découpage, il y a démembrement. Les avantages, c'est quoi? L'emploi. Vous voyez, dès lors que nous aurons 260 ministres, il vient de le dire. Il y aura création de l'emploi. Création de l'emploi. Il y aura 200, je dis 26 parlements, 26 assemblées provinciales. Vous allez voir qu'il y aura des bureaux, il y aura des administratifs, tout ça. Donc nous allons créer quoi? De l'emploi. C'est ça notre problème. Nous,
de la majorité. Nous voulons créer de l'emploi. Quand vous, là, vous savez vous retrouver facilement un jour ministre, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Vous aurez de l'emploi, vous pouvez aider votre famille, vous pouvez aussi construire ce pays. Vous avez des atouts, vous avez de la valeur, vous êtes intelligent. Donc, si vous retrouvez quelque part ministre, je ne pense pas que vous pouvez dire que non, les découpages est mauvais. Et donc, pour vous, il n'y a pas d'agenda caché? Rien. Nous faisons que respecter notre constitution. Je suis sur l'article 2. Lisez seulement la constitution, vous allez voir que tout ce qui se passe, c'est constitutionnel. Nous n'avons pas des cachés. Ici, nous nous sommes dit, nous devons créer de l'emploi. Entre autres, le ministre, entre autres, le parlementaire, tout ce qui nous savons, il a dit les tribunaux, tout ça. Mais je vous dis, les montants qui viennent de citer là, pour installer le... Mais il a aussi évoqué le problème de moyens qui pose problème, parce que même pour les élections, il a dit qu'il faut mobiliser les partenaires. C'est pourquoi nous avons pu... Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est en mesure d'organiser les élections et de réussir avec le découpage? Merci beaucoup. En même temps. C'est très bien. C'est pourquoi je vous avais dit à votre introduction qu'on allait passer au découpage. Les délais, c'était de 36 mois. Donc, on a tenté comment nous pouvons mobiliser les fonds qui pourront nous permettre d'installer les nouvelles provinces. Donc, ce n'est pas la société civile de donner une leçon, c'est nous qui gérons. Nous pouvons dire à la société civile que non, société civile, c'est l'émanation de la population. Nous, on ne refuse pas, mais c'est la même population qui avait voté au référendum, l'article 2 de la Constitution. Donc, je ne pense pas que la société civile est en train de faire bien son travail. Est-ce qu'elle a interrogé la population? Et vous estimez qu'elle donne son point de vue sans consulter la base? Je suis sûr qu'il n'a pas consulté la base. Voyez seulement les provinces là, les nouvelles provinces. Allez là-bas, vous êtes journaliste et faites vos enquêtes. On vous dira que non, il y a d'autres. Les gens applaudissent. Ils sont pour. Mais ce n'est que quelques politiciens là, en mal de positionnement, qui cherchent à politiser l'acte. Or, c'est constitutionnel. Ils sont en mal de positionnement. Oui. Au lieu de... Voilà le moment. D'ici là, je pense que votre deuxième point, c'est les élections. Voilà, c'est le moment d'arranger les états-majors. C'est le moment de chercher comment il peut se retrouver gouverneur quelque part. C'est le moment. Au lieu de passer leur temps... C'est une distraction. C'est une distraction. C'est le moment de chercher comment ils peuvent se positionner. Mais comme ils savent qu'il n'y a pas moyen de se positionner, ils nous amènent une autre question en nous disant, oh, la population s'est déjà prononcée. En 2006, je suis l'article 2 de la Constitution, la population s'était déjà prononcée au référendum. Donc, pour terminer, il a dit quelque chose là que non, ça, il n'y a pas de... Écoutez un peu avec moi, raisonnons ensemble avec moi. Le découpage n'a pas un caractère tribal. Il n'est pas dit que, parce qu'on vient de découper le Katanga en 4, donc on cesse d'être Katanga, on cesse d'être qui? Non. Si vous lisez l'article 67 de la Constitution, il vous dit que partout que vous pouvez vous retrouver, vous êtes chez vous, vous pouvez quitter le Bumbashi, le Haut-Katanga, se retrouver ministre. Alors là-bas, il n'y a pas un problème. Mais l'opposition et ses alliés, la société civile. Comment vous pouvez tout de suite dire que l'opposition a un allié? Quand vous écoutez seulement... C'est par rapport au discours. Non, si vous écoutez seulement quand mon co-débatteur parle, vous comprenez seulement, vous arrivez seulement à comprendre qu'il prie dans quelle chapelle. Et là, de l'opposition. Mais il fait semblant d'être à la société civile. Donc là, nous comprenons que nous ne pouvons pas s'incliner devant leurs caprices. Nous sommes là, nous gérons. Quand on gère, nous avons prêté serment que nous devons faire respecter la Constitution. Donc nous sommes en train de faire respecter la Constitution. Et ici, j'insiste et je persiste encore, le découpage, le démembrement n'a pas un caractère tribal. C'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est le devoir de nous politiciens d'expliquer à la population. Bon, ici je profite, j'explique aussi à la population que le découpage n'a pas un caractère tribal. Loin de nous, parce que nous sommes respectueux de la Constitution. La Constitution ne nous a pas dit que nous allons découper pour que chacun puisse se retirer. Non. Voilà ce que je voulais un peu dire par rapport... On va revenir à vous avant de refermer ce dossier. M. Abel, vous avez sûrement une réaction, mais je voudrais que l'on fasse également des propositions claires. Que faudra-t-il faire pour une réussite de ce découpage en RDC, pour qu'il n'y ait pas de turbulences, pour qu'il n'y ait pas de division, pour qu'il n'y ait pas absence de la cohésion nationale?
Merci beaucoup. J'ai dit déjà que je ne suis pas opposant. C'est déjà une réponse, M. Dominique. Je suis président de l'ONG Vision Nationale. C'est une ONG qui prône la cohésion nationale et qui lutte contre le tribalisme sous toutes ses formes. Il répond peut-être à des arguments que je n'ai pas avancés ici. Je n'ai pas dit que le découpage a un aspect tribal. Non, je ne peux pas m'inscrire en ça, surtout que mon ONG lutte contre cela. Plutôt, j'ai dit, comme il l'a dit, c'est la volonté du peuple qui a été exprimée au référendum. Mais oui, c'est ça. Mais pourquoi on a attendu, puisque le découpage devait se faire dans les 36 mois qui suivaient la promulgation de la nouvelle de notre constitution? Pourquoi on a attendu tout ce temps? On attendait la loi de déprogrammation. On attendait que le parlementaire puisse nous donner la loi afin que ça puisse être examiné au Sénat et que ça soit promulgué par les États. Je vais évoluer. J'ai dit ceci. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous de la société civile, nous pensons que le gouvernement, comme il y a déjà la loi, doit aller étape par étape. C'est-à-dire, déjà que nous avons beaucoup de problèmes à régler dans les pays. Et pour ce qui concerne le découpage, on peut aller province par province. Progressivement. Progressivement. Et non aller du coup avec toutes les 7 provinces qu'on a. Non, ça va compliquer. Les 6 provinces. Alors, puisque une opinion dit qu'à Kisangani, on réclamerait fortement les découpages. On peut commencer par là. Soit on peut commencer aussi par les Kassai. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on commence au Kassai? Non, on peut aussi commencer par ici, tout en laissant là-bas, question d'aller étape par étape progressivement et de constater les failles que cette procédure va engendrer et améliorer dans les autres provinces, dans les futures provinces à démembrer. C'est ça. On peut aller étape par étape et non aller du coup avec ça. Dans l'entretemps, les yeux de la population sont braqués vers les élections. Vous voyez que là que ça pose problème. Ça, on ne sait pas si c'est situé dans ça pose problème. Effectivement. Là, peut-être, je crois que je vais anticiper pour entrer même on va parler de la deuxième question tout à l'heure. Deuxième question. Ça pose problème comment? On a parlé de l'identification, on a parlé du découpage, on a parlé des élections. Je vous informe que selon le calendrier de la CENI, c'est en ce mois d'avril que les gens, ou qu'elle doit recevoir les candidatures, c'est d'ici les candidatures au poste de députés provinciaux. On va faire rapidement la question du découpage avant d'aborder la question électorale. Oui, ça se complète. Il y a une complémentarité dans cette question. J'ai dit ceci, puisqu'il y a toutes ces questions sur la table, les gens ne savent pas se situer. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'entendre l'identification. On est en train d'aller vers le découpage. On passe aux élections. Il faut prioriser. Même dans une maison, il y a des priorités. La maman ne peut pas se réveiller le matin. Les priorités, au lieu d'arranger la maison, d'arranger les lits, d'apprêter la douche de son mari, elle commence à préparer. Non. La priorité aujourd'hui, selon l'histoire de notre pays, les enjeux actuels, et pour pérenniser la paix et la cohésion nationale chèrement acquis, c'est les élections d'abord. Le découpage peut intervenir plus tard. Plus tard, même avec le régime qui va venir, c'est la constitution, on va rester dans la continuité. Même avec le régime qui vient. Le régime qui peut venir, il peut changer la constitution. Vous ne voyez pas que le pouvoir en place peut d'abord terminer ses acquis. Personne dans ces pays n'ose encore soulever cette question de révision constitutionnelle. Mon frère, c'est un sujet tabou. Même mon frère du pouvoir connaît ça. C'est un sujet tabou. On ne peut pas encore revenir à ces débats. C'est une constitution de consensus qui nous a amené à la paix, à la cohésion nationale, au fonctionnement des institutions. On doit d'abord la pérenniser. Si on pourra la revoir, c'est plus tard où les générations qui viennent. Nous avons l'obligation de pérenniser cette constitution jusqu'à ce point. On va prendre, M. Dominique, avant de parler de la deuxième question. Vous avez évidemment des propositions à faire par rapport à la réussite du découpage. Également une réaction par rapport aux propos de votre co-débatteur. Avant qu'on parle de la deuxième question. Merci beaucoup. Je vais un peu répliquer au propos de mon co-débatteur. Mais quand il dit que la constitution n'est pas révisable, il dit encore que... C'est une parenthèse, on va la reprendre. C'est une parenthèse, là, je veux un peu fixer un peu l'opinion. Il faut préciser que je n'ai pas dit qu'elle n'est pas révisable.
Vous avez dit que personne ne peut hausser la tête aujourd'hui pour changer la constitution. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est un sujet tabou. Vous venez de le dire. Laissez-moi maintenant fixer l'opinion. Par rapport à vos propos. Nous devons, disons la réalité, la vérité à la population, messieurs les journalistes. La Constitution, je prévois les modalités de la réviser. Sauf qu'il y a des articles, là, c'est déverrouillé. Les articles intangibles. Intangibles, oui. Mais, si vous lisez l'exposé des motifs de la Constitution, mais c'est révisable. C'est révisable. Donc, le pouvoir ici peut tomber, parce que c'est l'alternance. Nous pouvons quitter au pouvoir demain, et l'autre pouvoir vient, mais il peut réviser. Il n'y a pas de sujet tabou. Alors, même les fameux articles là qui fait semblant de citer là, c'est révisable. Revenons à la question du découpage. Les propositions concrètes pour la réussite du découpage, M. Dominique, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut d'abord sensibiliser. Il faut sensibiliser, expliquer à la population les biens fondés de démembrement. Pourquoi nous voulons découper? Ça, c'est nous les politiques à faire. C'est un travail à faire avec les politiciens. Voilà. La société civile aussi. Oui, la société civile aussi. Mais la vraie société civile. La vraie société civile. Parce que au Congo, ici chez nous au Congo, nous avons mal réellement à comprendre réellement il est de la société civile ou bien il fait semblant d'être de la société civile. Donc, nous devons sensibiliser la population par rapport à la question de démembrement. De deux. Mais quand on gère, ce n'est pas la société civile de nous dire qu'il faut avoir des priorités, c'est à nous. Mais quand nous présentons directement les démembrements, pour nous, nous trouvons que c'est une priorité. Mais les élections, nous les faisons. 2006, 2011, on le fera encore. Mais les découpages, je peux dire pour nous, c'est ça la priorité. Alors, le découpage devient une priorité alors qu'il y a une question épineuse des élections de 2016 et même de 2015 qui demande le financement, M. Dominique. Camarades, monsieur le journaliste, je vous dis, nous allons d'abord passer par les découpages. Et le reste après. Les élections d'ici le 15, dans 10 jours, nous allons passer par les dépôts de candidatures. C'est pour vous dire que les élections auront bel et bien lieu. D'accord. Donc sur ce point-là, pour nous du pouvoir, nous vous disons que les découpages, c'est ça la priorité. Les élections, nous sommes déjà habitués à cela. Donc nous sommes dans les bons. D'accord. Une réaction avant qu'on parte à la deuxième question, M. Abel, rapidement. Oui, rapidement, je vais dire que les élections, ou si je dois revenir au premier sujet, parlant du découpage. Je vais dire que les pouvoirs en place, ou mon frère dit du pouvoir, il doit savoir que actuellement, gérer les pays, ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas des secrets, ce n'est pas des choses à cacher. Nous voyons même dans les pays développés, on communique sur dans les pays des vieilles démocraties. Effectivement, je peux citer la France. On communique sur les activités du Premier ministre. On communique sur les contrats du pays. On communique sur les montants. On communique sur les recettes. C'est ça. C'est ça. C'est là que nous devons aller. Et nous ici, nous sommes en train de nous habituer à ça. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe, comment est géré notre pays. C'est ça. Et même si on parvient à découper, ça ne veut pas dire que directement les routes asphaltées tombent. Si on découpe aujourd'hui, ça ne veut pas dire les habits tombent. Non. L'essentiel, ce qui est important, c'est les systèmes de gestion. Si les systèmes continuent à être les mêmes, comme celui d'aujourd'hui, on va toujours rester au même résultat. Si tout doit dépendre de Kinshasa, on va toujours rester au même résultat. Et donc, le travail, la volonté doit animer ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui pour que le développement soit boosté à la base. Ou localement. Ça peut l'être par le découpage, ça peut l'être aussi par l'application des textes, notamment la retenue à la source de 40% et autres. Et donc ce n'est pas seulement que cette question de découpage viendra mettre fin aux misères du peuple. Non, ce n'est pas ça.
D'accord. Alors, on va passer à la deuxième question, mesdames et messieurs. La deuxième question, elle concerne l'organisation des élections RDC. La question se pose, la Commission électorale nationale indépendante est-elle la même d'organiser les élections dans le délai constitutionnel? La question, je vous la pose, M. Dominique. Je réponds directement oui, parce que nous avons déjà un calendrier qui est déjà mis en place. Nous sommes dans une phase où nous, candidats, nous préparons nos dossiers pour aller déposer à la CENI. Donc, les élections seront bien organisées sur ce point-là. Vous êtes très rassuré que la CENI va le faire dans le délai? Je vous l'ai dit, dès lors que nous commençons déjà ce 15 déposer les dépôts, je vous dis que les élections vont bel et bien avoir lieu ici, au Congo, dans la République démocratique du Congo. Pourtant, il se pose un problème sérieux de financement de ces élections, M. Dominique. Je vous dis, attendons voir tous sur terrain s'il n'y aura pas les élections. Là, maintenant, nous allons évoquer la question de finances. Mais je vous dis, chez nous, la CNC, le CNC, le Congrès national congolais, les partis politiques chers à l'honorable Pius Mobile. Vous êtes très près, où je suis moi-même président urbain, je coordonne la ville de Lubumbashi. Je vous dis, je reçois déjà les candidatures dans mon petit bureau et je l'examine. Et vous êtes sûr que les élections vont avoir bel et bien lieu? Je vous dis, nous irons aux élections d'ici octobre. Nous saurons qui sera élu député ou conseiller urbain. On va revenir à vous. M. Abel, la question elle est également la même pour vous. La CENI était la même d'organiser les élections dans le délai constitutionnel? D'abord, je vais dire que c'est ça notre souci. Le respect des textes, le respect du calendrier est global. Nous avons un calendrier en face que nous souhaitions tous son application, mais seulement qu'on ne veut pas dormir sur nos lauriers. On ne veut pas rêver. On analyse la situation telle qu'elle se présente. Disons aujourd'hui que le 15 commence les dépôts de candidatures pour les élections provinciales, municipales et autres. Mais déjà, dans les états-majors, on ne sent pas cet engouement. Je ne vais pas me contredire. Poser la question même aux pasteurs qui reçoivent des tôles à la veille des élections. Si, non! Pourquoi il y a ce désintéressement? Pourquoi les gens n'adhèrent pas? C'est parce qu'il y a plusieurs réformes qui veulent se passer au même moment. C'est ça. Beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. Identifier la population, découper, aller aux élections, réviser. Vous voyez tout ça. Les gens ne savent plus se situer. En fait, nous nous positionnons où? Nous allons où? Nous faisons quoi? La priorité, c'est quoi? Les gens n'ont pas de réponse à toutes ces questions. Et c'est ce qui crée ce désintéressement. On ne sent plus. On a vu les élections en 2006, on a vu les élections en 2011. Est-ce que c'est la même ambiance? Est-ce que c'est le même engouement? Non. Non. Et on se pose les questions. Si ce désintéressement continue, c'est là que nous pouvons arriver à une situation telle que vous organisez les élections, taux de participation 20%, 25%, 30%. Et c'est ça le rôle maintenant joué avec les acteurs politiques, la société civile. Effectivement. Ça devait revenir dans les propositions. Voilà. Alors, monsieur Dominique, vous avez suivi votre co-débatteur, il parle d'un désintéressement parce qu'à quelques jours pratiquement du début évidemment de scrutin, il constate qu'il y a un désintéressement. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à la fois. Il parle du découpage, il parle de beaucoup de choses, beaucoup de réformes. Et comment vous analysez cela? Il y a un adage qui dit il faut lire avant de parler. J'ai l'impression que même si mon co-débatteur n'a pas lu. Lire quoi? Quand il vous dit qu'il n'a pas lu, je donne l'exemple de la loi électorale. Quand il va dire qu'il ne sent pas l'engouement là, même chez le pasteur, on ne sait pas voir tout ça. Mais est-ce qu'il a lu la loi électorale? Est-ce que c'est le moment de le faire? Ce n'est pas le moment. Si ce n'est pas le moment approprié, c'est parce qu'il ne prend que le cas de 2006 et 2011, il y a eu déjà un engouement avant même les élections. Je vous dis, s'il a la loi électorale, s'il n'en a pas, moi je vais passer la loi électorale, il va lire, il comprendra que
d'autres dispositions qu'il est en train d'invoquer ici, ça demande que la lecture. Par exemple, quand il vous dit que il faut déjà commencer il faut commencer les donations. Quand il vous cite les histoires de pasteurs, c'est un cas. Je vous dis, la loi, c'est interdit par la loi. Pendant la campagne électorale, personne a droit d'offrir quelque chose, de donner. Lisez la loi électorale. C'est pourquoi j'ai dit, avant de parler, il faut lire. Autre chose, il a dit qu'il ne sent pas que le parti politique s'organise et mobilise par rapport aux élections. Mais lui, il est de la société civile. Moi, je suis un observateur. Moi, je suis d'un parti politique. Il observe, il constate. Non, à l'égard des partis politiques, je vous dis, on est en train de sélectionner déjà les candidats. Dans des partis politiques, on sélectionne déjà les candidats. On essaie directement de passer. D'ici là, on passe aux formations des candidats. Donc, les élections, comme je vous ai dit là... On va savoir si ce sont des partis satellitaires ou sont véritablement des partis politiques, M. Dominique. Mais, là, qu'est-ce qu'un parti politique, c'est quoi? Dès lors que vous avez un siège, dès lors que vous êtes reconnu au ministère de l'Intérieur, vous êtes un parti politique. Être des partis politiques satellitaires ou quoi? Ce n'est pas un problème. Le ministère de l'Intérieur a parlé de près de 3 ou 4 partis politiques qui sont viables en RDC, M. Dominique. Je vous dis, pour un parti politique, pour installer un parti politique, vous ne pouvez pas commencer aujourd'hui un parti politique et s'installer directement partout. Ça se fait progressivement. C'est ça. Progressivement. Alors, donc on ne peut pas se comparer avec un parti politique, par exemple l'IDPS, qui est là au moins 32 ans. Il sait s'implanter partout. Mais nous avons peut-être, je peux dire peut-être 4-5 ans. Mais progressivement. Mais nous ne sommes pas un grand parti. C'est un grand parti politique. Alors, on revient à la question du départ, M. Dominique. L'élection 2016, les contraintes se posent également par rapport à l'applicabilité de ce calendrier global que la CENI a proposé. Vous pensez qu'il y a des mécanismes pour les contourner, notamment les contraintes liées aux finances? Non. Si la question de finances, là, je ne pense pas que c'est un problème. Parce que dès lors qu'on a présenté un calendrier global, et l'opposition et la société civile nous a demandé à la CENI de nous présenter un calendrier global, il a fait, nous avons un calendrier global. De savoir, je voulais aussi dire quelque chose là. Vous voyez que la commission là, ou la plénière de la CENI là, oui, c'est composé de toutes tendances confondues. Société civile, majorité, opposition. Lui-même, Maloma, là, il est de la société civile. Pour vous dire que nous devons tous... Donc il est de son obédience. Voilà, nous devons tous s'incliner devant ce calendrier. Et je vous dis, les élections vont avoir lieu d'ici là. Si eux, dans leurs états-majors, dans leurs partis politiques... Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment contourner, plutôt aller au-delà des contraintes financières qui se posent aujourd'hui? Parce que c'est une contrainte sérieuse par rapport à la mobilisation même des fonds, des partenaires, même du gouvernement. Comment faire en sorte que cela soit possible? Parce que c'est également le rôle de vous, acteurs politiques, de vous impliquer pour que la CENI puisse avoir des moyens conséquents. Moi, je pense que la CENI, si nous nous référons d'abord à la loi budgétaire, vous allez voir qu'il y avait une rubrique réservée à la CENI. Par rapport à ça, nous avons aussi le partenaire qui vont aussi nous soutenir pour que les élections puissent avoir lieu. Donc sur ce point-là, moi je vous dirais, dès lors que nous avons un calendrier global, la CENI s'est assumée. Donc nous savons... Et le gouvernement doit également s'assumer. Et le gouvernement aussi s'est assumé. Doter les moyens nécessaires. Nous allons doter les moyens à la CENI pour qu'ils puissent bien organiser les échéances là. Donc sur ce point-là, moi je pense que c'est une question qui peut nous amener aussi dans une distraction, parce que nous savons, dès lors que papa sait vous inscrire à l'école, il sait où il peut avoir l'argent pour vous payer les études. De la même manière qu'il risque de ne pas avoir le moyen. Constatez maintenant, dès que vous trouvez que papa il ne sait pas encore payer mes études, là maintenant vous pouvez les taxer de tout. Mais dès lors que vous savez étudier, vous savez bien aller à l'école, manger, rentrer et réussir même l'année, donc c'est un bon papa. Il est responsable. C'est pas, je dis, les gouvernements. Regardez ce que le gouvernement fait. Regardez ce que le gouvernement a observé. Attendez autant important si on ne sait pas les élections, qui nous posent maintenant les questions. Nous reviendrons toujours chez vous ici. Débattre encore. Vous nous avez dit que les élections seront bien organisées, mais voilà, nous sommes là, on ne sait pas à les élections. Là, maintenant, nous aurons un discours à les donner. Mais pour le moment, qu'ils préparent les états-majors. Si la société civile postule aussi,
mon co-débatteur, il est grand temps, si comme lui il a la politique d'aller vers les églises, c'est le moment, il peut commencer déjà aller vers les églises. Allez-y, M. votre réaction. D'abord, je vais rappeler à mon frère du pouvoir que l'engouement n'est pas à confondre avec la campagne électorale. L'engouement dont je parle ici, je peux même citer un exemple pour me faire comprendre. Nous voyons chaque fois quand il y a un match de Mazembe ici, nous voyons la sensibilisation. Nous voyons l'engouement. Venez chez nous. Nous voyons à quelques jours du match comment l'ambiance. Venez au Congrès national congolais. Ce n'est pas encore le jour du match. C'est ça. Nous avons vécu les élections de 2006. Nous avons vécu les élections de 2011. Nous avons vécu ce qui s'est passé quelques jours avant le dépôt des candidatures. Ce n'est pas la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est calme aujourd'hui comme si rien n'était. On ne sent, même dans les quartiers, ce n'est pas le moment. Les gens se mobiliser. Non, nous allons soutenir tel. Mais poser la question même aux équipes de foot dans les quartiers des jeunes gens. Il n'y a pas ça. Les gens ne savent pas encore se situer. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous faisons? Et j'ai dit, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que les gens sont ignorants. Mais les gens ne comprennent pas, surtout suite aux nombreuses réformes qui veulent s'effectuer maintenant au pays tout au long de cette année 2015. Donc c'est pour vous, c'est une année de beaucoup de réformes. Oui, c'est comme ça que nous disons, pour revenir à la question des élections. Moi, je ne vais pas emboîter les pas de mon frère au pouvoir pour dire il faut attendre, constater s'il n'y a pas élection pour poser la question. Non, je lui ai dit ici que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas là où on va. Bon, si c'est dans les bons, ok, on applaudit. Si ce n'est pas dans les bons, non, nous on doit éviter d'aller dans le sens où il n'y aura pas élection. C'est ça notre combat. Nous voulons les élections en 2015, selon les calendriers, et nous voulons les élections en 2016. Vous avez posé la question par rapport au financement. C'est là que nous disons, nous demandons au gouvernement de nous écouter aussi, de mettre les moyens à la disposition de cette institution d'appui à la démocratie, afin qu'elle soit à même d'organiser les élections. Ce n'est plus un secret. Nous avons aussi besoin de partenaires. Et ces partenaires, souvent, pour répondre, ils posent des conditions. Il faut que les élections soient crédibles, il faut que les élections soient démocratiques, il faut que les élections soient inclusives. Et à la CENI, d'essayer par tous les moyens, nos partenaires, afin que ces derniers nous viennent en aide pour qu'effectivement les élections telles que prévues par les calendriers soient organisées. Cela nous éviterait beaucoup de choses. Cela nous éviterait des tensions dans le pays. Cela nous éviterait de reculer encore en arrière. Pour satisfaire mon frère du pouvoir, ce n'est pas un secret. Le gouvernement ou le pouvoir actuel a fait beaucoup de choses. Et nous voulons les préserver. Nous voulons que le pouvoir qui viendra puisse rester dans la continuité. Et nous ne voulons pas, pour une question ou une autre, que nous puissions encore entrer en arrière. Non, non. C'est là que nous, en tant que société civile, nous sommes là comme des garde-fous. Nous parlons au nom de la population. La population veut des élections, comme il a dit. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On donne les moyens à la CENI. Les gouvernements, en tout cas, si on doit surseoir d'autres réformes, dans le sens de privilégier les élections. Comme par exemple, parce qu'il y en a, vous avez dit qu'il y en a beaucoup, le découpage. Oui, mais déjà, si on peut surseoir cette question d'identifier la population, l'ONIP, ça demande aussi 3 milliards. Mais si on peut surseoir d'abord ça et qu'on privilégie les élections, t'as bien. Le découpage, par exemple. Le découpage, je l'ai dit ici. Si on peut aller et progressivement, province par province, on constate d'abord qu'est-ce qui va se passer dans cette province. Ce n'est pas ce que la loi nous dit. Mais c'est la loi. C'est la loi. La loi nous dit pas. La loi n'a pas dit qu'il faut aller progressivement. Ce sont des propositions. Non, mais la loi n'a pas aussi dit qu'il faut attendre les lèvres. Mais lisez la loi. Non, la loi n'a pas dit ça. Lisez l'article 2. Lisez l'article 2. L'article 2 donne la dénomination des même provinces. Les noms de nouvelles provinces. On vous a pas dit que non. C'est ça les noms. Quand on parle de dénomination, j'ai dit les noms des provinces. Il n'est pas dit que non, commencez d'abord.
Dans la Constitution, on n'a même pas dit des futures provinces. Dans la Constitution, on a dit la République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa, plus 25 provinces dont on a dénommé toutes les 25 provinces. Mais on a dit cette disposition sera effective dans les 36 mois qui suivent la promulgation de cette constitution. Mais aujourd'hui, c'est 9 ans plus tard. Est-ce que la loi a dit qu'il fallait attendre 9 ans? Non. Alors, si on dit aussi qu'on applique la loi, mais on va progressivement. On peut prendre une province, une autre, et une autre. Et les failles qui seront constatées dans l'application du découpage d'une province seront améliorées dans l'autre. C'est ça, c'est ce que nous disons. Alors, M. Dominique, l'autre proposition de certains acteurs de l'opposition, même de la société civile, ils estiment que par rapport aux contraintes budgétaires, il est important de privilégier les élections provinciales, législatives, nationales et les présidentielles, et les municipales dont vous, personnellement, vous êtes en train de préparer, peuvent intervenir au-delà des élections présidentielles. Êtes-vous de cet avis? Moi, je pense que dès lors que la plénière est composée de toutes tendances confondues de la couche politique, je pense qu'ils ont eu à faire un débat sur ça. Et quand ils ont eu aussi à nous proposer, à nous présenter ce calendrier, donc ils ont eu à vider la question là. Moi je pense que tout ce qu'on peut dire, et la meilleure façon aussi d'évoluer, c'est de se mettre seulement au travail et de respecter seulement le calendrier. Nous partons des élections locales et 2016... Les locales qu'eux estiment qu'elles peuvent favoriser le glissement en 2016. Ce glissement-là. Mais la loi est claire. La loi est claire. Les présidents de la République, ils restent au pouvoir jusqu'à faire une remise et reprise avec le président Trump. Lisez maintenant les calendriers. Est-ce que les calendriers vous donnent lieu à un glissement? Par rapport au procès d'intention. Ils estiment que... Procès d'intention. Ah, donc c'est un procès d'intention. Non, on ne peut pas. Ce sont des distractions, camarades. Nous, on n'a pas le temps de perdre à cela. Nous respectons les calendriers. Donc, les intentions qu'on est en train de vous prêter. Voilà, lisez seulement le calendrier. Est-ce que quelque part, là, vous avez vu qu'il y a un glissement quelque part? Non. Le 27 octobre, le 27, je pense, novembre de 2016, les élections présidentielles, c'est fini. 20 jours, c'est 10 jours après, remise et reprise, c'est tout. On passe à autre chose. Donc vous pensez que ces municipales ne peuvent pas favoriser le glissement? Il n'y a pas. Comme les autres l'estiment. Comment cela peut se faire? D'ici avril, le 15 ici, nous commençons à déposer nos candidatures. Après là, octobre, élection locale. Provinciale, nous terminons là. Et ces locales-là, elles ne peuvent pas être organisées au-delà de 2016. Mais c'est pourquoi j'ai dit que la question là a été vidée dans la plénière. Plénière de la CENI. Dans la CENI. La société civile est là, l'opposition, la majorité. Donc la question a été vidée là-bas. D'accord. Alors, M. Abel, la question est vidée selon vous ou par rapport à ces élections municipales dont certaines personnalités politiques estiment qu'elles peuvent intervenir au-delà de 2016 pour éviter quel glissement? Je rappelle d'abord à mon frère du pouvoir que il ne faut pas faire des attitudes comme on les voit dans certaines églises maintenant. Les pasteurs lisent un verset pour faire plaisir à ses croyants et ne pas lire l'autre verset qui suit. C'est pour laisser les gens dans la compréhension. Parce que le verset là qu'il a lu est en faveur de ses croyants et l'autre peut-être qui donne des restrictions. On ne veut... Non. Effectivement, la loi ou la constitution dit que les présidents de la République restent en place pour ce qui concerne les élections jusqu'à faire la remise et reprise avec celui qui viendra. Mais la paragraphe qui suit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'élection présidentielle est convoquée 90 jours avant l'expiration du mandat, 3 mois avant. C'est ça. Il pouvait aussi évoquer ça. Donc pour revenir à la question, mon frère du pouvoir, il doit changer de langage. Il doit savoir que dès lors qu'on fait partie de cette institution d'appui à la démocratie, pouvoir, opposition aux sociétés civiles, on cesse de l'être. On cesse de l'être. Ceux-là qui sont là ne sont pas là pour les comptes du pouvoir. Ceux-là qui sont venus du pouvoir, bien sûr, ils ne sont plus là pour les comptes
du pouvoir. Ceux-là qui ont été proposés par l'opposition, ils ne sont plus là pour représenter les intérêts de l'opposition. Ceux-là qui sont de la société, qui sont ici de la société civile, ils ne sont plus là pour représenter la société civile. Ils sont là pour travailler dans cette institution d'appui à la démocratie qu'on appelle CENI. Un point, c'est tout. C'est comme actuellement, si on doit dire la vérité, dans les gouvernements de cohésion nationale. Tous ceux-là qui faisaient partie de l'opposition, tant qu'ils sont déjà au pouvoir, ils ont cessé d'être opposés. C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est ça. Ça, ce n'est pas ça. C'est ça même la loi. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas être opposant et en même temps vous diriger. Mais finalement, vous vous opposez à quoi et à qui? Vous opposez à ce que vous dirigez? Il y a eu un cadre politique. Quand il y a un cadre politique, quand il y a un cadre politique, là, on s'est fait des concessions. Par exemple, quand il y a concertation là, vous voyez, quand il y a concertation, il y a des revendications. Et de cela... Dans le sens d'adhérer au pouvoir. Non. Nous quittons le cadre normal, nous sommes dans le cadre politique. Dans ce cadre politique, on a droit à nous faire des concessions. Quand on fait des concessions, on peut être avec vous, étant de l'opposition, moi de la majorité, on gère ensemble au nom de la cohésion nationale. Excusez-moi, Chabel, allons-y un peu lentement là. La loi portant au fonctionnement ou existence de l'opposition RDC précise que dès lors qu'on cesse d'être opposant et que l'on commence à diriger, on perd la qualité d'opposant. C'est ce que j'ai dit. Si on quitte dans ce cadre-là, dans le cadre purement politique, un cadre politique, donc nous avons des questions de cohésion nationale. Au nom de la cohésion nationale, est-ce qu'on ne peut pas réellement s'asseoir ensemble, parler le même langage pour sauver les pays? Là, on n'a pas à faire là on ne sait pas appliquer la loi de l'opposition. C'est une petite rapidement. Voilà. Et on voudrait déjà faire la dernière par rapport aux conclusions. On va commencer avec vous. Oui. Par rapport aux deux questions, la question du découpage, la question électorale, des propositions concrètes sous forme de conclusion ou de résumé, parce qu'on s'achemine déjà vers la fin. Et pour cela, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Pour terminer, je dirais ceci que le découpage, c'est un mode de gestion. Le découpage n'a pas un caractère tribal. Nous, politiques, c'est le moment où nous devons maintenant sensibiliser la masse, l'expliquer par rapport aux questions de l'heure. Le découpage ne nous amène pas, comme j'ai dit, le tribalisme non plus. Par contre, c'est un mode de gestion et comme avantage, il y a création d'emplois. Ça, c'est par rapport à la première question. Par rapport aux élections, moi je dirais que nous ne pouvons pas être distraits. C'est le moment d'arranger notre dossier pour aller déposer à la CENI. Les élections auront bien et bien lieu ici, dans la République démocratique du Congo, parce que nous avons déjà un calendrier global que chacun de nous est obligé à respecter. C'est le moment d'arranger nos états-majors. C'est le moment d'expliquer et d'arranger aussi nos projets de société pour affronter la masse, afin que nous puissions être élus d'ici le mois d'octobre. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va juste avec vous, M. Bel Amundala. Je rappelle que vous êtes président national de l'ONG Vision Nationale. Alors, un résumé par rapport à ces 2 questions que nous venons de décrypter. Merci. Par rapport au découpage, je vais lancer un appel à nos acteurs politiques d'atténuer, surtout pour ceux-là qui s'en comptent, d'atténuer un peu dans leur discours ces propos incendiaires, ces propos de division. Les découpages, vouloir ou pas, émanent de la loi. Dire à l'ex et de l'ex, nous sommes tous pour l'application de la loi. C'est là que nous disons, il faut expliquer aux gens, les acteurs politiques doivent expliquer à la population qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, les institutions qui viendront, qu'est-ce qu'elles feront. Tout ça, la population doit connaître. Les pouvoirs en place doivent aussi accompagner cette sensibilisation et non pas laisser la charge à nos amis businesseurs sur la ville comme on les voit. Découpage 100 francs, découpage 100 francs. Non, ça c'est le rôle du pouvoir, de dire à la population les découpages que nous voulons amorcer signifient ceci, ça va aller jusqu'où. Et donc la population doit comprendre et donc ne pas rester dans l'ignorance. Pour revenir à la question des élections,
nous avons besoin des élections dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de trouver des raisons pour lesquelles un scrutin prévu sur le calendrier électoral global être freiné ou ne pas avoir lieu. Non, nous demandons au gouvernement de disponibiliser les fonds, de mettre les fonds à la commission ou à la CENI afin qu'elle soit à même d'organiser ces élections. Nous demandons aussi aux partis politiques de préparer les gens, de dire aux gens la vérité, d'être là pour les soucis de la population et non pas pour leur propre intérêt. Et pour finir, il y a un avenir meilleur pour ce pays. Bien, madame, monsieur, ce magazine se referme. Carrefour d'analyse a eu le temps de passer au décryptage de ces deux questions d'actualité, la loi de programmation de nouvelles provinces, mais également l'élection future en RDC. Et pour le faire, nous avons eu le temps de recevoir deux invités. Monsieur Dominique, il est le président urbain du CNC, parti politique de la majorité présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bien, nous avons également eu le temps d'échanger avec M. Augustin Abel Amundala. Il est le président national de l'ONG Vision Nationale. M. Abel, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce magazine se referme. On se retrouve le dimanche prochain avec le même réel plaisir de vous servir. Carrefour d'analyse passe dimanche à 20h30. La rediffusion, ce sera pour le lundi à 14h. Bonsoir chez vous.